Eh bien, foutez le camp d'ici, sinon je vous casse les jambes et je vous fais courir, ai-je hurlé, quand j'ai surpris ma belle-mère en train de voler mes économies. Mon mari au chômage pensait que je plaisantais, mais je les ai surpris tous les deux. Avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Marine Bélier n'aurait jamais pensé que la découverte la plus effrayante dans sa propre maison ne serait pas une araignée dans la baignoire, mais une brosse à dents étrangère sur l'étagère. Debout sur le pas de la porte de son appartement, une valise à la main, après 2 semaines de vacances en Corse, elle fixait la brosse rose, posée à côté de sa brosse jaune. Elle n'en avait certainement jamais possédé de pareille. Constant sortit de la cuisine avec un grand sourire, s'essuyant les mains avec un torchon. « Marine, te voilà enfin à la maison. Comment s'est passé le voyage? Tu as bien bronzé. » Elle pointa silencieusement la brosse du doigt. « Qu'est-ce que c'est que ça? » Le mari regarda là où sa femme pointait le doigt, puis haussa les épaules. « Ah, c'est ma mère qui l'a laissée. Elle a dormi ici quelquefois, pendant que tu n'étais pas là. Tu sais bien, elle angoisse quand elle est toute seule à la maison. » Marine fronça les sourcils. Sa belle-mère, Alice Leroux, vivait dans son propre appartement de 2 pièces, dans le quartier voisin. Elle n'avait jamais dormi chez eux auparavant, sans une nécessité absolue. Pourquoi avait-elle besoin de dormir ici? Elle a tout ce qu'il faut chez elle. Eh bien, elle disait qu'elle s'ennuyait toute seule. Sa télévision est tombée en panne, alors elle est venue chez nous. Je ne pouvais tout de même pas dire non à ma mère. Marine entra dans le salon, et s'immobilisa. Le canapé était placé sous un angle différent. Auparavant, il était tourné vers la fenêtre, et maintenant, il faisait face à la télévision. La table basse avait également été rapprochée du fauteuil. « Constant, pourquoi les meubles ont-ils été déplacés? » « Quels meubles? » Il suivit son regard. « Ah, le canapé? C'est maman qui l'a bougé, quand elle faisait le ménage. Elle disait que c'était plus pratique pour passer l'aspirateur. » Dans le réfrigérateur, Marine découvrit des produits qu'elle n'avait absolument pas achetés avant son départ. Un fromage cher, qu'elle ne prenait jamais, des yaourts aux parfums inhabituels, et du saucisson d'une marque qu'elle détestait. « Constant, d'où vient tout ça? » Maman les a apportés. Elle voulait que le frigo ne soit pas vide, pour ton retour. Elle prend soin de nous. Marine ouvrit le congélateur. À l'intérieur, se trouvaient des raviolis dans un emballage inconnu, ainsi qu'une glace qu'elle ne supportait pas. A-t-elle oublié quel genre de glace je mange? Tu cherches la petite bête, rit Constant. Elle a fait des efforts, et toi, tu n'es pas contente. Si ça ne te plaît pas, jette-le. Le soir, en déballant ses affaires, Marine remarqua que les draps sentaient une lessive inconnue. Elle utilisait toujours la même marque depuis 5 ans, mais là, c'était une odeur complètement différente, forte, très florale. « Constant, avec quelle lessive ta mère a-t-elle fait la machine? » Je n'en ai aucune idée. La sienne, probablement. Et pourquoi a-t-elle lavé nos draps? Marine, c'est quoi cet interrogatoire? Elle voulait t'aider, elle a lavé et changé les draps. C'est normal, non? Mais rien n'était normal. Dans l'armoire, ses chemisiers n'étaient pas pendus dans l'ordre où elle les avait laissés. Ses cosmétiques, sur la coiffeuse, étaient disposés différemment. Dans le tiroir de la commode, ses chaussettes étaient pliées en petites piles soignées, alors qu'elle les rangeait toujours en vrac. Le lendemain matin, en accompagnant son mari au travail, Marine croisa sur le palier sa voisine, Véronique. « Oh, petite Marine. Tu es de retour? Tu t'es bien reposée? » « Merci. Très bien. Et comment ça s'est passé ici? » Tout était calme. Seulement, ta belle-mère venait très souvent, je la voyais presque tous les jours. Marine s'arrêta net. Tous les jours? Eh oui. Elle arrivait le matin, partait le soir, et parfois, elle restait même pour la nuit. Très active, elle portait toujours quelque chose, tantôt des sacs, tantôt des paquets. Et Constant était à la maison?
Constant? Bah non, il était au travail, lui. Par contre, avant-hier, je l'ai vu avec un homme, un inconnu, d'une quarantaine d'années. Il portait des cartons dans l'appartement. Le cœur de Marine se mit à battre plus fort. Des cartons? Quels cartons? Des grands cartons, assez lourds, ça se voyait. L'homme l'aidait à les porter. Je me suis dit que vous aviez peut-être acheté de nouveaux meubles. Et Constant était là, à ce moment-là? Non, je ne l'ai pas vu pendant 3 jours. Il devait finir tard au travail, sûrement. Le soir, Marine interrogea prudemment son mari. Constant, est-ce que ta mère a apporté quelque chose chez nous? Des meubles, peut-être, ou autre chose? Non, rien de spécial. Seulement des courses. Pourquoi? La voisine m'a dit qu'elle avait vu des cartons. Le visage de Constant se crispa. Quel carton? N'importe quoi. C'est une vieille dame, elle a pu imaginer n'importe quoi. C'était peut-être pour quelqu'un d'autre. Elle a précisé qu'elle avait vu ta mère avec un inconnu, et qu'il rentrait ses cartons dans notre appartement. Marine, c'est quoi ce délire? Maman n'a fait venir personne, et il n'y a eu aucun carton. La voisine a dû confondre. Pourquoi es-tu si nerveux? Je ne suis pas nerveux. Je suis juste fatigué de tes soupçons. Tu viens à peine de rentrer, et tu soupçonnes déjà tout le monde. Mais Marine voyait bien que son mari mentait. 12 ans de mariage lui avaient appris à déchiffrer ses expressions faciales. Quand Constant mentait, il clignait des yeux plus souvent que d'habitude, et évitait de la regarder en face. Le 3e jour après son retour, Marine décida de ranger son sac à main. En sortant ses papiers de la poche intérieure, elle sentit un morceau de papier, qui n'avait rien à y faire. En le dépliant, elle découvrit une adresse, écrite avec une écriture inconnue, 23 rue Victor Hugo. Prêteur sur gage la clé d'or. Le petit mot était rédigé au stylo-bille, sur une feuille arrachée d'un carnet. L'écriture était ronde, féminine. Marine savait pertinemment qu'elle n'avait rien écrit de tel, et qu'elle n'avait jamais mis les pieds chez ce prêteur sur gage. Quelqu'un avait fouillé dans son sac, et y avait laissé ce mot. Par accident ou exprès, peu importe. L'important, c'était que des mains étrangères avaient touché ses affaires personnelles. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Marine se souvint de la bague de sa grand-mère, un ancien anneau en or orné d'une petite émeraude, qu'elle gardait dans une boîte à bijoux, sur sa coiffeuse. C'était le seul souvenir de sa grand-mère, une précieuse relique familiale. Ses mains tremblaient, lorsqu'elle ouvrit la boîte. Les boucles d'oreilles étaient là, la chaîne aussi, le bracelet, mais la bague avait disparu. Marine retourna tout le contenu de la boîte, vérifiant chaque petit compartiment. La bague n'y était pas. Constant, cria-t-elle. Son mari accourut de la cuisine, l'air inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Où est ma bague? Celle de ma grand-mère. Quelle bague? Ne fais pas semblant. L'anneau en or, avec l'émeraude. Il a toujours été dans cette boîte. Constant s'approcha, et regarda à l'intérieur de l'écrin. Je ne sais pas, tu l'as peut-être rangé ailleurs, avant de partir? Je ne l'ai déplacée nulle part. Elle était juste là, dans ce compartiment. Je m'en souviens parfaitement. Marine, réfléchis un peu. Qui aurait pu la prendre? Il n'y a que toi et moi qui vivons ici. Et ta mère. Marine lui montra le mot avec l'adresse du prêteur sur gage. Explique-moi, d'où vient ce papier dans mon sac? Constant prit le morceau de papier, le lut, puis haussa les épaules. J'en ai aucune idée. Tu l'as peut-être écrit toi-même, puis oublié? Ce n'est pas mon écriture. Alors, je ne sais pas. On te l'a peut-être donné au travail, ou tu l'as ramassé dans le bus. Constant, quelqu'un est venu dans notre appartement, a fouillé dans mes affaires, et a volé ma bague. Et cette personne a laissé une adresse de prêteur sur gage. Ça ne te paraît pas bizarre? C'est ton comportement qui est bizarre, s'emporta son mari.
Tu rentres tout juste de vacances, et tu fais déjà des scandales. Ma mère s'est démenée, elle a fait le ménage, elle a cuisiné, et toi, tu l'accuses de vol. Je n'accuse personne. Je veux juste comprendre où est passée ma bague. Tu l'as sans doute perdue quelque part, ou oubliée pendant ton voyage. Je ne l'ai pas emportée en voyage, elle reste toujours à la maison. Constant écarta les bras, et sortit de la pièce en marmonnant quelque chose sur la logique féminine. Marine s'assit sur le lit, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Les faits s'assemblaient, formant un tableau inquiétant. Les meubles déplacés, les provisions étrangères, les traces d'une présence extérieure dans la maison. La voisine avait vu sa belle-mère avec un inconnu, portant des cartons chez eux. Mais Constant niait tout en bloc. L'adresse du prêteur sur gage dans son sac, la disparition de la bague de sa grand-mère. Et si sa belle-mère avait vraiment volé quelque chose? Et si elle avait déposé la bague au mont-de-piété? Mais pourquoi? Alice Leroux avait une bonne retraite, et son propre appartement. Elle ne semblait pas manquer d'argent. Bien que, l'année passée, elle se soit souvent plainte de sa santé, affirmant que les médicaments coûtaient cher, et que les médecins exigeaient des examens supplémentaires. L'argent venait peut-être à manquer, mais même dans ce cas, pourquoi voler? Elle aurait pu demander. Marine n'avait jamais refusé d'aider sa belle-mère. Et Constant? Pourquoi réagissait-il avec tant de nervosité à ces questions? Pourquoi passait-il immédiatement à l'attaque, au lieu de l'aider à comprendre? Marine s'approcha de la fenêtre, et regarda la cour. Une scène ordinaire, des enfants jouaient dans le parc, des personnes âgées discutaient sur les bancs, des gens promenaient leurs chiens. Tout était normal. Pourtant, elle avait l'impression que le monde entier avait changé. Le sentiment de danger, apparu à la vue de cette brosse à dents étrangère, ne la quittait plus. Au contraire, il devenait de plus en plus fort, d'heure en heure. Quelqu'un avait envahi son espace personnel, quelqu'un avait fouillé dans ses affaires, déplacé ses meubles, bouleversé son ordre quotidien. Et cette personne, visiblement, avait dérobé le seul objet ayant une véritable valeur sentimentale dans la maison. Mais le plus terrifiant, c'était que son mari ignorait les faits, ou pire, qu'il couvrait le voleur. Et s'il le couvrait, pour quelle raison? Ses pensées s'embrouillaient, son cœur battait de façon irrégulière. Pour la première fois, en 12 ans de mariage, Marine eut le sentiment de vivre avec un inconnu. Un homme capable de lui mentir droit dans les yeux, et de protéger la personne qui la dépouillait. Le soir, pendant que Constant était sorti voir des amis, Marine fouilla méticuleusement tout l'appartement. Elle inspecta chaque tiroir, chaque étagère, regarda derrière les meubles et sous le lit, à la recherche de sa bague, ou d'autres preuves d'une intrusion. Dans le débarras, derrière de vieilles boîtes, elle découvrit une bouteille vide de cognac hors de prix. Ils n'achetaient jamais ce genre d'alcool, c'était bien trop cher pour leur budget. Cela signifiait que quelqu'un avait bu du cognac chez eux, en son absence. Dans la poubelle, sous l'évier de la cuisine, elle trouva l'emballage d'un chocolat de grande marque, encore une fois, pas leur genre d'achat. Chaque petit détail pris séparément pouvait trouver une explication, mais mis ensemble, ils dressaient le portrait d'un séjour long et confortable dans leur appartement. Le séjour d'une personne au goût de luxe, qui s'était sentie ici comme chez elle. La nuit, Marine mit longtemps à trouver le sommeil. Allongée près de son mari qui respirait paisiblement, elle songeait qu'elle ne se sentait plus en sécurité, sous son propre toit. Le matin, en accompagnant Constant vers la porte, elle demanda. « Constant, es-tu absolument sûr de ne pas savoir, qui aurait pu venir chez nous, à part ta mère ?» Marine, ça suffit, à la fin. Il n'y a eu personne. Maman est venue, a fait le ménage, a préparé à manger, et c'est tout. Alors d'où vient le cognac? Quel cognac? La bouteille vide dans le débarras. Du Hennessy. On n'en a jamais acheté. Constant perdit contenance une seconde, mais se reprit rapidement. Ah, c'est maman qui l'a apporté. C'était son anniversaire récemment. On le lui a offert, alors elle a décidé de le fêter avec moi. Ta mère ne boit pas de cognac. Elle ne touche même pas à l'alcool. Eh bien, elle l'a peut-être acheté pour ses invités.
Je ne sais pas, je ne lui ai pas posé de questions. Encore un mensonge. Marine le ressentait de tout son être. Après le départ de son mari, elle prit le petit mot avec l'adresse du prêteur sur gage, et s'y rendit. Elle devait vérifier ses soupçons. La boutique, la Clé d'Or, se trouvait dans un vieux bâtiment, au centre-ville. Un homme d'un certain âge, derrière le comptoir, écouta sa description de la bague avec indifférence. En or, avec une émeraude ? Oui, on en a eu une. On nous l'a apportée avant-hier. Le cœur de Marine fit un bond. Et qui l'a apportée ? Une femme d'une 50aine d'années. Elle m'a montré sa pièce d'identité. Tout était en règle. Pourriez-vous me la décrire ? Une femme ordinaire, de taille moyenne, les cheveux foncés et courts, avec des lunettes. Elle m'a dit que la bague était un héritage, et qu'elle avait un besoin urgent d'argent. La description correspondait parfaitement à Alice Leroux. Est-il possible de racheter cette bague ? Bien sûr. Vous avez le reçu ? Non, ce n'est pas moi qui l'ai déposé, c'est une parente. Dans ce cas, il me faut sa procuration, ou bien elle doit venir en personne. Marine sortit de la boutique, le cœur lourd. Ses soupçons étaient confirmés, sa belle-mère avait bel et bien gagé sa bague. Par conséquent, tout le reste était vrai aussi. Alice avait pris ses aises dans leur appartement, fouillé dans ses affaires, et peut-être volé autre chose. Mais la question principale restait sans réponse, Constant était-il au courant ? Et si oui, pourquoi protégeait-il sa mère ? Pour la première fois depuis des années, Marine se sentit comme une étrangère dans sa propre famille, comme si un complot se tramait contre elle, et elle commençait tout juste à en saisir l'ampleur. Le lendemain, Marine prit une décision, qui lui aurait paru absurde une semaine plus tôt, elle allait filer sa belle-mère. Elle prit une journée de congé, prétextant un malaise, et dès le matin, elle fit le guet à la fenêtre, guettant l'apparition d'Alice. À 11h, une silhouette familière en manteau sombre apparut effectivement dans la cour. Marine enfila rapidement sa veste, et descendit au rez-de-chaussée, en prenant soin de garder ses distances. Alice marchait d'un pas assuré, sachant de toute évidence où elle allait. Marine la suivait de loin, se cachant derrière les coins de rue et les voitures en stationnement. Elle se sentait comme un personnage de roman policier, mais la situation était bien trop grave, pour qu'elle ait envie d'en rire. Sa belle-mère atteignit l'arrêt, et monta dans un bus. Marine réussit à grimper par la porte arrière. Pendant tout le trajet, elle se tint éloignée d'Alice, fixant sa nuque, et se demandant ce qui pouvait bien se passer dans la tête de cette femme. Le bus s'arrêta au centre-ville. Alice descendit, et se dirigea vers un petit immeuble de bureaux. Sur la façade, une enseigne brillait, agence immobilière, espace urbain. Le cœur de Marine s'arrêta de battre. Que venait faire sa belle-mère dans une agence immobilière ? Elle attendit quelques minutes, puis entra à son tour dans le bâtiment. Au rez-de-chaussée se trouvait un café, d'où l'on pouvait observer les bureaux de l'agence, à travers de grandes baies vitrées. Marine commanda un café, et s'installa à une table offrant une bonne vue. Alice était assise en face d'un jeune homme en costume, manifestement un agent immobilier. Sur le bureau s'étalaient des documents, que la belle-mère examinait avec attention. L'agent lui expliquait quelque chose, en faisant de grands gestes. Une demi-heure plus tard, un autre homme les rejoignit. Il avait la quarantaine, et portait des vêtements chers, c'était celui que la voisine avait décrit. Marine le reconnut immédiatement grâce aux détails fournis par Véronique. Le trio discutait avec animation. Alice sortait des papiers de son sac, et les montrait aux deux hommes. L'agent prenait des notes dans son carnet. Marine ne pouvait pas entendre leur conversation, mais leur langage corporel en disait long. Sa belle-mère se comportait comme si elle maîtrisait la situation, elle expliquait des choses, et pointait du doigt les documents. Les hommes hochaient la tête en signe d'accord. Soudain, Alice tourna la tête vers la vitre du café. Marine se cacha vivement derrière un journal, comprenant qu'elle devait filer, avant de se faire repérer. Elle quitta le café par la porte de service, et alla s'asseoir sur un banc, dans un petit square juste en face. 20 minutes plus tard, le trio sortit de l'immeuble.
Les hommes serrèrent la main de sa belle-mère, puis partirent chacun de leur côté. Alice se dirigea vers l'arrêt de bus, avec un air visiblement satisfait. Elle tenait un dossier sous le bras. Marine rentra chez elle, l'esprit envahi de sombres pensées. Sa belle-mère rencontrait des agents immobiliers et examinait des documents. Il était peu probable qu'il s'agisse de la vente de son propre appartement. Pour cela, elle n'aurait pas eu besoin de la présence de ces hommes. Mais s'il ne s'agissait pas de son appartement, alors de quel appartement parlait-il? La réponse semblait évidente, mais Marine refusait d'y croire. Le soir même, elle tenta de faire parler Constant avec prudence. « Constant, ta mère ne compte pas déménager, ou vendre son appartement, par hasard? » « Non. » « Pourquoi? » ?»« Comme ça, pour savoir. » Elle a parlé d'une agence immobilière. Son mari se tendit aussitôt. « Non, elle n'en a pas parlé. » « D'où te viennent ces questions? » ?»« C'est juste de la curiosité. Elle veut peut-être échanger son appartement contre quelque chose de plus petit. » « Marine, pourquoi voudrait-elle plus petit? Son appartement est très bien, très confortable. D'où te viennent ces idées bizarres? » Constant était clairement sur la défensive, ce qui prouvait qu'il savait quelque chose. Le jour suivant, Marine se rendit à l'agence immobilière, se présentant comme une acheteuse potentielle. Elle demanda à voir des offres d'appartements de 3 pièces, dans son quartier. Le jeune agent, celui-là même qui avait rencontré sa belle-mère, se mit avec enthousiasme à lui présenter son catalogue. « Ah, j'ai justement une affaire très intéressante, » dit-il, en feuilletant ses fiches. « Un 3 pièces, en excellent état, et les meubles restent. La propriétaire est pressée de vendre, le prix est négociable. » Il lui montra les photos. Marine faillit tomber de sa chaise. C'était son propre appartement, son salon, sa chambre, sa cuisine. « Et pourriez-vous m'en dire plus sur la propriétaire? » C'est une dame d'un certain âge, très charmante. Elle m'a expliqué qu'elle déménageait dans une autre ville, pour se rapprocher de ses enfants. C'est un appartement qu'elle a reçu en héritage. Les papiers sont parfaitement en règle. Est-il possible de voir ces documents? Eh bien, cela se fait généralement quand l'intérêt est confirmé. Êtes-vous prête à envisager cette option? Oui, bien sûr. L'agent sortit un dossier, et lui présenta des copies des documents. Marine aperçut la photocopie du titre de propriété de son appartement. Seulement, dans la case « Propriétaire », figurait le nom d'Alice Leroux. « Excusez-moi, le nom de la propriétaire ne serait-il pas Bélier, par hasard? » Non, c'est Leroux. Pourquoi donc? Oh, pour rien, cet appartement me semblait juste familier. De faux documents. Alice avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à s'inscrire comme propriétaire d'un appartement qui ne lui appartenait pas, et s'apprêtait à le vendre. Et quand la transaction est-elle prévue? La semaine prochaine, si on trouve un acheteur. La propriétaire est extrêmement pressée. Marine s'excusa, et quitta l'agence précipitamment. La tête lui tournait. Sa belle-mère ne se contentait pas de petits vols, elle préparait une escroquerie monumentale. Mais comment avait-elle réussi à falsifier des documents officiels? Et surtout, Constant était-il impliqué? La réponse à cette seconde question, Marine l'obtint le lendemain, de manière totalement fortuite. En sortant du supermarché, elle tomba nez à nez avec Denis Valois, un ancien collègue de son mari. « Marine, quelle coïncidence! Comment allez-vous, et comment va Constant? » Merci, tout va bien. Constant travaille beaucoup, en fait, on se voit à peine. Denis haussa les sourcils, surpris. Il travaille? Et où ça? Comment ça, où? Dans votre entreprise, bien sûr. Marine. Il a été licencié il y a 3 mois. Je pensais que vous le saviez. Le monde se mit à tourner autour d'elle. Comment ça, licencié? Et oui, il y a eu une réduction d'effectifs. Constant a été le premier à partir, puisqu'il était le dernier arrivé. Je l'ai croisé il y a une semaine en centre-ville,
il me disait qu'il cherchait toujours du travail. Il y a une semaine? Oui. Près de cette agence immobilière, sur l'avenue. On a discuté très brièvement, car il était pressé, il avait un rendez-vous. L'agence immobilière. Exactement là où sa belle-mère essayait de vendre son appartement. Denis, par hasard, vous a-t-il dit avec qui il avait rendez-vous? Il m'a dit qu'il devait rejoindre sa mère, ainsi que des partenaires en affaires. Il devait parler d'immobilier. Marine le remercia et rentra chez elle, sur pilote automatique. Une seule idée tournait en boucle dans sa tête. Constant était au chômage depuis 3 mois, mais tous les matins, il faisait semblant de partir travailler. Pire encore, il rencontrait sa mère et des partenaires dans cette agence immobilière. Cela signifiait qu'il était au courant de l'arnaque, et qu'il en était même le complice. De retour à la maison, Marine s'efforça de reprendre ses esprits, et de réfléchir logiquement. Pendant ces 3 mois de chômage, le budget familial n'avait pas souffert. Constant lui donnait régulièrement de l'argent pour les courses, payait les factures, et il avait même acheté une nouvelle télévision récemment. D'où venait cet argent? De plus, sa belle-mère avait réussi à obtenir de faux papiers de propriété. Ce n'était pas un simple vol de bague, c'était une fraude grave, avec falsification de documents. Pour monter un tel coup, il fallait des contacts, de l'argent pour corrompre, et des compétences professionnelles. Une simple retraitée ne disposait pas de telles ressources. Quelqu'un d'autre tirait les ficelles, cet inconnu que la voisine avait vu. Le soir, Constant rentra à l'heure habituelle. Comme toujours, il embrassa sa femme, lui demanda comment s'était passée sa journée, et raconta sa dure journée au bureau. Chaque mot était un mensonge. Constant, comment ça se passe au travail? Les projets sont intéressants? Oui, on a beaucoup de travail. Il y a un nouveau client, très exigeant. Et tes collègues, comment vont-ils? Denis Valois te passe le bonjour. Constant se figea, la cuillère de soupe à mi-chemin de sa bouche. Denis Valois? Et d'où t'a-t-il passé le bonjour? Je l'ai croisé devant le supermarché. Il me demandait comment tu allais. Ah. Et qu'est-ce qu'il t'a demandé exactement? Comment tu allais, comment se passait le travail? Les choses habituelles. Son mari se tendit visiblement, mais s'efforça de garder son calme. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que tu travaillais beaucoup, que tu étais fatigué. Il a été très surpris, il m'a dit qu'il pensait que tu cherchais encore du travail. Constant devint livide. Il t'a dit ça? Oui. Il m'a aussi dit qu'il t'avait vu la semaine dernière, devant une agence immobilière. Constant, qu'est-ce que tu me caches? Son mari posa sa cuillère, et poussa un profond soupir. Marine, je voulais te le dire moi-même. Me dire quoi? J'ai vraiment été licenciée il y a 3 mois. Et tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas t'inquiéter. Je pensais retrouver un emploi rapidement. Et l'argent, tu le sors d'où? C'est ma mère qui m'aide. La retraite de ta mère est de 900 €. Comment pourrait-elle financer notre famille avec ça? Constant garda le silence, les yeux fixés sur son assiette. Constant, j'ai vu ta mère rencontrer des agents immobiliers. J'ai vu les documents de vente de notre appartement, où elle figure comme propriétaire. Que se passe-t-il? Son mari leva la tête. Dans ses yeux, il n'y avait aucune culpabilité, seulement de la colère. Tu as suivi ma mère? Réponds à ma question. Marine, tu ne comprends pas. Nous avons de graves problèmes financiers. J'ai besoin de temps pour me remettre sur pied. Quel est le rapport avec les faux documents de mon appartement? Ces documents ne sont pas faux. Ma mère a simplement arrangé les choses autrement. Comment ça, autrement? Eh bien, par des connaissances. Il y a des gens qui peuvent t'aider, dans ce genre de situation. Constant, tu réalises que c'est un délit pénal? Il n'y a rien de criminel, c'est juste une solution temporaire. On vend l'appartement,
on rembourse les dettes, et on s'achète un truc plus petit. Quelle dette? De quelle dette parles-tu? Constant se leva de table, et commença à faire les 100 pas dans la cuisine. J'ai des dettes, tu comprends, de grosses dettes. Envers qui? Peu importe envers qui, l'important, c'est qu'il faut les rembourser. Combien dois-tu? Beaucoup. Constant, je suis ta femme, j'ai le droit de savoir. 50 000 euros, lâcha-t-il d'un coup. Marine sentit ses jambes flageoler. 50 000 euros? D'où vient une telle somme? Eh bien, j'ai emprunté pour lancer une entreprise. Ça a échoué. Quelle entreprise? Tu es informaticien. Je voulais créer ma propre boîte. J'avais besoin de fonds pour démarrer. À qui as-tu emprunté? À des particuliers? À qui exactement? Marine, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que je dois rendre cet argent, et que je n'ai plus rien. Et tu as décidé de vendre mon appartement? Notre appartement? Nous sommes une famille, bon sang. Une famille ne falsifie pas des documents, dans le dos de sa femme. Je voulais te le dire, mais j'avais peur que tu ne comprennes pas. Tu as eu raison d'avoir peur. Je ne comprends absolument pas comment on peut emprunter à des gens douteux, mentir à sa femme, et falsifier des papiers. Constance s'arrêta net, et la regarda avec une colère froide. Et qu'est-ce que tu proposes? D'attendre qu'on me tue pour ces dettes? Qui va te tuer? De quoi tu parles? Du fait que tu ne comprends rien. Ce sont des gens sérieux. Ils ne plaisantent pas avec l'argent. Marine comprit alors que son mari s'était lié à des personnes dangereuses, mais cela ne justifiait ni le vol, ni la fraude. Constant, même si c'est vrai, tu n'avais pas à prendre cette décision sans moi. C'est mon appartement. Ce n'est pas le tien? Nous sommes mariés, tout est à nous deux. Nous avons un contrat de mariage. L'appartement m'appartient à moi seul. Je m'en fous de ton contrat. Quand il s'agit de ma vie, tes petits papiers n'ont aucune valeur. Pour la première fois, Marine voyait son mari sous ce jour, agressif, cynique, et prêt à tout pour sauver sa propre peau. Très bien, dit-elle calmement. Demain, je vais à la banque, et je vérifie tous mes comptes. S'il y a le moindre problème, j'appelle la police. N'y pense même pas. Oh que si, j'y penserai. Et jusqu'à ce que tu me dises toute la vérité, tu dors sur le canapé. Le lendemain matin, Marine se rendit à la banque où elle possédait un compte épargne. C'est là que se trouvaient ses économies, l'argent patiemment accumulé au fil des années, en cas de coup dur. La guichetière vérifia le compte, et lui annonça le solde. Le sang de Marine se glaça. Au lieu des 30 000 euros attendus, il ne restait que 13 000 euros sur le compte. Comment est-ce possible? Je n'ai fait aucun retrait. Selon notre système, des retraits fractionnés ont été effectués au cours des 2 derniers mois. Vous avez vous-même rempli les formulaires de retrait. Quel formulaire? Je n'ai rien demandé du tout. Un instant, je vérifie. Voilà, les formulaires sont ici, avec votre signature. L'employé lui montra les documents imprimés. Marine vit sa propre signature, apposée sur les demandes de retrait. La ressemblance était frappante, mais elle savait avec une certitude absolue qu'elle n'avait rien signé. C'est un faux. Je n'ai jamais signé ces papiers. Je suis désolée, madame, mais la signature correspond au modèle enregistré dans notre base. Si vous souhaitez contester, il faut déposer une réclamation auprès du service de sécurité de la banque. Mais qui a retiré cet argent? Vous-même. Enfin, la personne qui s'est présentée sous votre nom. Elle a présenté votre carte d'identité. Sa carte d'identité. Marine fouilla hâtivement dans son sac à main, et constata que sa carte avait disparu. Dans son portefeuille, il y avait son permis de conduire, sa carte vitale, mais aucune trace de sa carte d'identité. Quand l'avait-elle vue pour la dernière fois? Il y a une semaine environ,
en achetant des médicaments à la pharmacie. Non, le vol remontait certainement à plus loin, probablement pendant ses vacances, quand sa belle-mère fouinait dans l'appartement. Je souhaite déposer une plainte pour fraude, déclara fermement Marine. Je vous invite à vous rendre au commissariat. De notre côté, nous allons lancer une enquête interne. De retour chez elle, Marine retourna tout l'appartement pour retrouver sa pièce d'identité, en vain. En revanche, dans le placard de Constant, elle fit une découverte qui accéléra les battements de son cœur. Dissimulée derrière une pile de chemises, reposait une enveloppe épaisse. À l'intérieur, beaucoup d'argent, au moins 4 000 € à vue de nez. Et un mot qui disait « pour les documents ». Le reste après la vente. Cela signifiait que Constant avait été payé pour avoir fourni les faux papiers. Il n'était pas une victime des circonstances, il était un participant actif de cette escroquerie. Marine prit en photo l'enveloppe et le billet, puis remit soigneusement le tout à sa place. Le soir venu, elle accueillit son mari avec une question directe. « Constant, où est ma carte d'identité ? » « Je ne sais pas. »« Où l'as-tu vue pour la dernière fois ? » ?»« Dans mon sac. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'elle n'y était plus. »« Tu l'as peut-être perdue, ou on te l'a volée. »« Tu sais, j'ai appris quelque chose de très intéressant à la banque, aujourd'hui. Quelqu'un a retiré de l'argent de mon compte, en présentant ma carte d'identité. » Constant pâlit. « C'est impossible. » « C'est tout à fait possible. Et tu sais ce qui est le plus curieux ? La signature sur les formulaires ressemble énormément à la mienne. Quelqu'un est très doué pour falsifier des documents. » « Marine, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Et j'ai aussi trouvé une enveloppe dans ton placard, remplie d'argent, avec un mot, pour les documents. Tu veux m'expliquer ? » Son mari resta silencieux, les yeux fixés au sol. « Constant, j'ai tout compris. Toi et ta mère, vous avez monté une arnaque, vous avez volé ma pièce d'identité, falsifié les papiers de l'appartement, vous pompez mon compte bancaire, et tout ça, pour éponger tes dettes. Marine, laisse-moi t'expliquer. La question est simple. Soit tu me rends tout mon argent et mes papiers à l'instant, soit demain matin, je vais à la police. Je ne peux pas rendre l'argent, il est déjà dépensé. Dépensé dans quoi ? J'ai remboursé une partie de ma dette, et le reste. Eh bien, je l'ai utilisé pour vivre. Donc tu as volé ta propre femme, pour payer tes dépenses quotidiennes ? Je n'ai pas volé, je l'ai emprunté. Emprunter sans demander ni prévenir, ça s'appelle voler. Constant se leva brusquement et se mit à crier. J'en ai assez. J'en ai assez de ton hypocrisie. L'argent, c'est de l'argent. Peu importe à qui on le prend, même à sa femme. Dans une famille, on doit s'entraider en priorité. Dans une famille, on doit d'abord être honnête. L'honnêteté, c'est un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Marine dévisagea son mari et comprit que c'était la fin. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus celui qu'elle avait épousé 12 ans plus tôt. C'était un voleur, un menteur, un escroc prêt à dépouiller sa propre épouse, pour sauver sa peau. Constant, je te donne 24 heures, pour me rendre mes papiers et annuler toute vente de l'appartement, sinon je vais à la police. Si je ne les rends pas, c'est toi qui iras en prison pour fraude, avec ta chère maman. Tu n'oseras pas. Oh que si, j'oserai. J'ai déjà rassemblé toutes les preuves. Constant la regarda avec une haine non dissimulée. Tu sais quoi, Marine ? Fais ce que tu veux. J'en ai marre de jouer le mari aimant, juste pour profiter de ton argent. Alors, tu faisais vraiment semblant ? Et tu croyais quoi ? Que j'allais passer 12 ans avec une coincée, pour autre chose que son appartement et ses économies. Ces mots la frappèrent plus durement, que tout ce qu'il avait dit auparavant. Marine réalisa qu'elle avait passé toutes ces années, avec un homme qui ne l'avait jamais aimée. Pendant tout ce temps, il n'avait fait qu'attendre le bon moment, pour s'emparer de ses biens. Fous le camp, dit-elle doucement. Quoi ? Sors de chez moi. Tout de suite.
C'est aussi chez moi. Les papiers disent le contraire. Sors de là, avant que je ne change d'avis concernant la police. Constant rassembla ses affaires, et partit en claquant la porte. Marine se retrouva seule, dans cet appartement qu'elle avait failli perdre, à cause de la cupidité et de la bassesse des personnes qui lui étaient les plus proches. Elle savait ce qui l'attendait, un divorce, des tribunaux, de longues procédures. Il lui faudrait prouver la fraude, récupérer l'argent volé, et faire refaire ses papiers. Mais le plus important, c'est qu'elle avait pris conscience d'une chose, plus jamais elle ne se laisserait manipuler. Le temps de la naïveté était révolu. L'heure de la justice avait sonné. Après le départ de Constant, Marine passa une nuit blanche à retourner la situation dans sa tête. Au petit matin, elle se rendit au commissariat de quartier pour déposer une plainte pour vol de documents et escroquerie. L'officier de police écouta attentivement son récit et lui promit d'ouvrir une enquête. Gardez à l'esprit, la prévint-il, qu'il sera difficile de prouver la fraude. Il nous faut des preuves solides. J'ai le mot concernant l'argent pour les documents, un témoin à la banque, et le témoignage de ma voisine. Cela risque de ne pas suffire. Essayez de trouver autre chose. En rentrant chez elle, Marine chercha quelles autres preuves elle pourrait rassembler. Elle devait comprendre le mécanisme complet de l'arnaque, afin de fournir des éléments irréfutables. À son arrivée, une surprise l'attendait. Dans sa boîte aux lettres, il y avait une enveloppe sans adresse d'expédition. À l'intérieur, se trouvait la copie d'un certificat médical à son nom, indiquant un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque, signé par le docteur Volant AP, psychiatre. Marine relut le document 2 fois, n'en croyant pas ses yeux. Selon ce certificat, elle était suivie en centre psychiatrique depuis 6 mois. Les symptômes étaient listés: délire de persécution, comportement agressif, réaction inadaptée à la critique. La signature et le tampon semblaient tout à fait officiels. Un faux certificat médical. C'était un tout autre niveau d'escroquerie. Quelqu'un préparait un dossier, pour la faire déclarer incapable. Marine appela immédiatement le centre médico-psychologique. « Excusez-moi, avez-vous un dossier au nom de Marine Bélier ? » Un instant, je vérifie. Non, aucune patiente de ce nom n'est enregistrée chez nous. Le docteur Volant AP travaille-t-il bien dans votre établissement ? Le docteur Antoine Volant ? Oui, c'est notre psychiatre en chef. Serait-il possible de lui parler ? Quelques minutes plus tard, une voix d'homme répondit. Docteur Volant à l'appareil. Bonjour, docteur. Je m'appelle Marine Bélier. J'aimerais vous poser une question concernant un certificat médical qui aurait été délivré par vous à mon nom. Je suis désolé, mais je n'ai délivré aucun certificat de ce genre. Quel est le problème ? Quelqu'un a falsifié un document en imitant votre signature. J'en ai une copie sous les yeux. C'est très grave. La falsification de documents médicaux est un délit pénal. Allez porter plainte à la police, et apportez-moi ce certificat, pour que je l'examine. Marine remercia le médecin, et se demanda qui avait bien pu produire ce faux. Ce n'était certainement pas Alice Leroux, elle n'avait pas les moyens de faire cela. Tout indiquait que l'homme mystérieux de l'agence immobilière tirait les ficelles. Mais pourquoi avait-il besoin d'un faux diagnostic psychiatrique ? La réponse lui apparut le soir même, en faisant des recherches sur Internet. Il s'avérait qu'une déclaration d'incapacité pour des raisons psychiatriques permettait aux proches de demander une mise sous tutelle et de gérer ainsi les biens du malade. Le plan devenait limpide. D'abord, la faire déclarer incapable, grâce à ce faux certificat. Ensuite, obtenir la tutelle pour Constant ou sa belle-mère, et enfin, vendre l'appartement et empocher l'argent. Une machination élégante, si Marine ne l'avait pas découverte à temps. Le lendemain, elle décida de se renseigner à nouveau auprès de l'agence immobilière, toujours sous l'identité d'une acheteuse. Elle devait absolument savoir quand la vente était censée se conclure. L'agent immobilier l'accueillit chaleureusement. « Ah, vous venez pour cet appartement de 3 pièces ? » « Oui, je voulais préciser quelques détails, et savoir quand on pourrait le visiter. »
Malheureusement, la propriétaire a suspendu la vente pour le moment. Il y a eu un souci avec les documents. Quel genre de souci? Vous savez ce que c'est, parfois la famille s'oppose à la vente, et conteste le droit de propriété. Et quand ce problème sera-t-il réglé? Normalement, tout devrait se débloquer la semaine prochaine. La propriétaire m'a assuré qu'elle recevrait bientôt des documents supplémentaires, prouvant ses droits. Ces documents supplémentaires, c'était le certificat d'incapacité de Marine et l'ordonnance du tribunal pour la tutelle. Pourrais-je savoir quel membre de la famille s'oppose à la vente? C'est la fille de la propriétaire. Une jeune femme qui, dit-on, souffre de problèmes psychiatriques et qui essaie d'empêcher sa mère de disposer de ses propres biens. Marine eut un mal fou à ne pas éclater de rire. Alice répandait déjà le mythe de la fille folle alliée. Je vois. Et que se passera-t-il si sa fille refuse de donner son accord? La propriétaire saisira la justice. Elle détient des certificats médicaux attestant de l'état de sa fille. Le juge prononcera une mesure de protection pour restreindre sa capacité juridique. Et la vente pourra alors avoir lieu? Absolument. Le tuteur aura les pleins pouvoirs pour gérer le patrimoine. Marine remercia l'agent et s'en alla. Le tableau était désormais complet. La semaine suivante, il prévoyait de déposer au tribunal les documents visant à la déclarer incapable. Si le juge rendait une décision en faveur d'Alice, l'appartement serait vendu dans les jours qui suivraient. Il fallait agir vite. De retour à la maison, Marine élabora un plan de riposte détaillé. Le lendemain matin, elle irait voir l'officier de police avec ses nouvelles preuves, puis le psychiatre pour obtenir un démenti officiel du faux certificat, et enfin un avocat, pour savoir comment défendre ses droits. Mais avant cela, elle devait vérifier une dernière intuition. Marine repensa à ses petites économies secrètes, cachées dans un vieux service en porcelaine, au-dessus de l'armoire. C'était son argent de secours, 8 000 € en grosses coupures. Même Constant ignorait l'existence de cette cachette. Montant sur un tabouret, elle attrapa la boîte du service à thé, et souleva le couvercle. La cachette était intacte, personne n'y avait encore touché. Mais si le plan de ces escrocs était d'une telle envergure, tôt ou tard, ils retourneraient tout l'appartement, pour trouver des objets de valeur. Marine décida de mettre son argent dans un endroit plus sûr, un coffre à la banque. Le lendemain matin, alors qu'elle s'apprêtait à sortir, elle entendit une clé tourner dans la serrure. Son cœur fit un bond. Constant était de retour? Mais c'est Alice qui entra, un grand sac cabas à la main. Marine, s'exclama-t-elle avec une surprise feinte. Tu es là? Je croyais que tu étais au travail. Je suis en congé. Et comment avez-vous eu les clés? Je les avais reprises. Constant m'a donné le double. Je ne savais pas que tu serais à la maison. La belle-mère entra dans la cuisine, posa son sac sur la table, et commença à sortir des courses. Constant m'a appelé, il m'a dit que vous vous étiez disputés. J'ai pensé que je pourrais passer, pour discuter et essayer de vous réconcilier. Il n'y a rien à réconcilier, et je n'ai pas besoin de vos courses. Allons, Marine, ne te fâche pas, Constant est un bon garçon, il est juste un peu perdu. Les hommes sont comme ça, ils ne savent pas gérer les problèmes. Alice parlait d'un ton mielleux, mais son regard restait froid et observateur. Alice, parlons franchement. Je sais tout pour les faux papiers de l'appartement, pour le certificat prouvant ma prétendue maladie mentale, et pour vos projets de tutelle. Le visage de sa belle-mère resta de marbre. De quoi parles-tu, ma chérie? Quel document? Ne jouez pas les innocentes, je sais tout. Marine, tu as mauvaise mine. Tu devrais peut-être aller consulter un médecin, tu dis des choses très bizarres. Le médecin a déjà confirmé que le certificat était un faux. Quel certificat? Tu commences à me faire peur. Alice continuait de feindre l'incompréhension, mais Marine voyait bien qu'elle calculait sa prochaine manœuvre. Très bien, dit Marine. Puisque vous niez tout, buvons un thé, et vous partirez. Bien sûr, ma chérie,
j'ai justement apporté des brioches. La belle-mère sortit une boîte de pâtisserie de son sac, et se mit à dresser la table. Marine l'observait, sans la quitter des yeux. « Marine, où ranges-tu le sucre ?» demanda Alice. « Dans le buffet, sur la 2e étagère. » Alice ouvrit le buffet, et y farfouilla longuement, examinant visiblement le contenu avec attention. « Et le sel, il est là aussi ?» Elle continua de fouiller, déplaçant les bocaux un à un. Elle cherchait quelque chose de précis. « Je peux vous aider ?» proposa Marine. « Non, non, je vais trouver. » Mais la belle-mère ne semblait pas pressée de trouver le sel. Elle inspectait méthodiquement chaque rayon, regardant derrière chaque bocal. Marine comprit, elle cherchait la cachette. Donc, elle en connaissait l'existence. Mais comment? La seule personne qui aurait pu en parler, c'était Constant, pourtant il ne savait rien. Ou bien si, il le savait? Marine se souvint, quelques mois plus tôt, elle avait sorti de l'argent de sa cachette devant son mari. Elle devait payer des réparations sur la voiture, et n'avait pas assez sur sa carte. Constant s'était alors étonné de la voir avec autant de liquide, et elle lui avait révélé l'existence de cette réserve. Il savait, et il en avait parlé à sa mère. « Alice, que cherchez-vous au juste ? » « Eh bien, je n'arrive pas à trouver le sel. »« Il est dans la salière, sur la table. » La belle-mère se retourna, et vit la salière juste devant elle. « Ah oui, je deviens vraiment vieille, je ne vois plus rien. » Elle referma le buffet, mais ses yeux continuaient de balayer la cuisine, à l'affût. « Marine, je pourrais avoir un verre d'eau ? » Bien sûr, les verres sont dans le placard, au-dessus de l'évier. Alice ouvrit le placard et se mit à déplacer la vaisselle, regardant dans chaque casserole et chaque saladier. Tiens, les verres sont tous sales. Où sont les propres? Dans le lave-vaisselle. Et où as-tu mis les torchons? Dans le tiroir sous l'évier. Alice ouvrit le tiroir, et s'y attarda, sortant les chiffons et les produits d'entretien. Marine patientait. Laissez-la chercher, de toute façon, elle ne trouverait pas l'argent. Il était caché tout en haut de l'armoire, là où Alice ne pourrait pas accéder sans un tabouret. Mais la belle-mère était tenace. Après avoir inspecté la cuisine de fond en comble, elle passa au salon. « Oh, quel désordre chez toi !» fit-elle remarquer, en ouvrant les tiroirs de la commode. « Laisse-moi t'aider à ranger. »« Ce n'est pas la peine, merci. »« Mais si, ça ne me coûte rien. J'ai vite fait. » Alice se mit à retourner les affaires dans les tiroirs, cherchant de toute évidence un objet de valeur. Marine décida qu'il était temps de mettre fin à cette mascarade. « Alice, si c'est de l'argent que vous cherchez, dites-le franchement. »« Quel argent ? De quoi parles-tu ? » ?»« De mes économies. Constant vous a tout raconté. »« Marine, tu te comportes d'une manière très étrange. Tu ferais mieux de t'allonger un peu. »« Je me sens parfaitement bien. C'est vous, qui vous comportez comme une voleuse. » Le visage de sa belle-mère s'assombrit. « Comment oses-tu ? » Très simplement. Vous venez chez moi, sans invitation, et vous fouillez dans mes affaires sans ma permission. J'essaie de t'aider à faire du rangement. Je ne vous ai rien demandé. Alice se redressa, et toisa Marine avec une hostilité non dissimulée. Tu sais quoi, ma chérie ? J'en ai assez de faire semblant. Enfin un peu de franchise. Oui, je cherche de l'argent, et je vais le trouver, parce que très bientôt, cet appartement sera à moi. Et pour quelle raison, au juste ? Parce que tu es malade. J'ai les certificats, j'ai des témoins. Le tribunal te déclarera incapable, et me nommera tutrice. Vos certificats sont faux. Prouve-le. Et en attendant que tu le fasses, j'ai parfaitement le droit de m'occuper de ma belle-fille souffrante. Alice ne dissimulait plus ses intentions. Elle inspectait ouvertement les pièces, retournant tout sur son passage. « Où est l'argent » exigea-t-elle. « Quel argent ? Ne joue pas au plus fin.
Constant m'a parlé de ta planque. Où est-elle? Il n'y a pas d'argent, et il n'y a pas de planque. Tu mens. Il se souvient très bien de t'avoir vu en sortir des billets. La belle-mère entra dans la chambre, et commença à fouiller les placards. Elle sortait les vêtements, tâtait les poches, inspectait l'intérieur des sacs. Marine la suivait pas à pas, observant le saccage. Alice, arrêtez ça immédiatement. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas trouvé. Dans ce cas, j'appelle la police. Appelle-les. Je leur expliquerai que tu as des problèmes psychologiques, et que tu n'es pas responsable de tes actes. Alice se dirigea ensuite vers la petite chambre d'enfant, que Marine utilisait comme bureau. Là, elle inspecta méthodiquement le bureau, tirant les tiroirs et renversant les papiers. Alice, vous avez transformé ma maison en dépotoir. Dès que l'appartement sera vendu, on nettoiera tout ça. Personne ne vendra quoi que ce soit. Bien sûr que si, dès que la tutelle sera validée. Ayant terminé avec le bureau, Alice leva la tête, balayant la pièce du regard. Ses yeux s'arrêtèrent sur les placards en hauteur. Et là, qu'y a-t-il? Demanda-t-elle, en pointant le doigt vers le plafond. De vieilles affaires. On va voir ça. Alice alla chercher un tabouret dans la cuisine, et grimpa pour atteindre le rangement en hauteur. Marine comprit que la partie était perdue. Dans quelques secondes, elle allait découvrir la cachette. Et en effet, quelques instants plus tard, Alice redescendit, tenant la boîte du service en porcelaine entre ses mains. Voyons voir ce qu'on a là. Elle ouvrit la boîte, et vit l'argent. Ses yeux brillèrent de cupidité. Et voilà ta petite planque. 8 000 €. C'est mon argent, hurla Marine. C'est le mien maintenant, répondit tranquillement sa belle-mère, en glissant les billets dans son sac. À ce moment précis, Constant entra dans l'appartement. Il découvrit le chaos qui régnait dans les pièces, et vit sa mère tenant les billets. Maman, tu as trouvé? J'ai trouvé, mon fils. Exactement où tu me l'avais dit. Marine dévisagea son mari avec un profond dégoût. C'est donc toi qui l'as fait entrer, tu lui as donné de nouvelles clés. Marine, on a besoin de cet argent. C'est urgent. C'était mes économies. Nos économies. Nous sommes une famille. Nous ne sommes plus une famille du tout. Alice fourra l'argent dans son sac, et se dirigea vers la porte. Viens, Constant, on n'a plus rien à faire ici. Marine leur barra le passage. Rendez-moi mon argent. Quel argent? Demanda la belle-mère d'un ton innocent. Je n'ai rien pris du tout. Je vous ai vu le cacher dans votre sac. Tu es malade, ma chérie, tu te fais des idées. Eh bien, foutez le camp d'ici, sinon je vous casse les jambes et je vous fais courir, hurla Marine, en surprenant sa belle-mère en train de voler ses économies. Le mari au chômage pensait qu'elle plaisantait, mais elle allait tous les surprendre. Constant se mit à rire. Marine, pourquoi tu cries comme ça? Calme-toi. Je ne me calmerai pas. Vous m'avez volé mon argent. Personne ne t'a rien volé. Marine se précipita dans la cuisine, et s'empara d'une lourde poêle en fonte, une vieille poêle héritée de sa grand-mère. Je vais vous montrer, qui est malade, hurla-t-elle, en brandissant la poêle. Alice pâlit, et recula vers la porte. Constant, elle est vraiment folle alliée. Je vais te montrer, à quel point je suis folle. Marine avançait vers eux, la poêle levée. Rendez l'argent tout de suite, ou je vous fais sauter les dents. Constant attrapa sa mère par le bras. Maman, on se tire. Ils se ruèrent vers la sortie, mais Marine fut plus rapide. Elle les rattrapa dans l'entrée, et leva la poêle. Alice poussa un cri perçant, et ouvrit la porte à la volée. Constant, au secours. Elle va me tuer. Oh que oui, je vais vous tuer, hurlait Marine, en les pourchassant sur le palier. C'est ce qu'on fait aux voleurs. La mère et le fils dévalèrent les escaliers à toute vitesse, en sautant les marches.
Constant glissa et faillit tomber, se rattrapant de justesse à la rampe. Alice courait devant, soufflant et gémissant. « Arrêtez-vous, voleur !» hurlait Marine en agitant la poêle. « Rendez-moi mon argent !» Ils déboulèrent dans la rue, et continuèrent leur course à travers la cour. Marine les poursuivait, ignorant les regards ébahis des passants. « À l'aide !» criait Alice. « Cette folle veut nous assassiner !»« Rendez l'argent, et je ne vous tuerai pas !» répliquait Marine. Constant et sa mère coururent jusqu'à l'arrêt de bus, et c'est seulement là qu'ils osèrent se retourner. Marine se tenait à quelques mètres d'eux, haletante, serrant sa poêle. « Rendez-moi l'argent !» exigea-t-elle. « Quel argent ?» Alice continuait de jouer les innocentes, même dans cette situation. « Je n'ai rien sur moi. » Alors continuez à courir. Marine fit un pas en avant, et ils reprirent leur fuite à toutes jambes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarqua qu'ils étaient pieds nus. Dans la précipitation, ils avaient oublié de mettre leurs chaussures. Constant courait en chaussettes, et Alice en collant de nylon, à même l'asphalte, traversant les flaques et la boue. Marine s'arrêta et éclata de rire. La scène était tellement absurde, que sa colère laissa place à l'hilarité. De retour dans l'appartement, elle constata l'étendue des dégâts, mais découvrit également quelque chose de très intéressant. Dans sa fuite précipitée, sa belle-mère avait fait tomber un dossier de son sac. Marine le ramassa, et l'ouvrit. À l'intérieur, se trouvait le plan complet de l'escroquerie, le schéma pour la mise sous tutelle, les copies des faux certificats, les contacts de leurs complices, et même un avant-projet de contrat de vente pour l'appartement. Parmi ces papiers, elle trouva un reçu signé par Constant, attestant du versement de 4 000 € pour préparation de documents et accès à l'objectif. Elle, objectif, c'était elle, Marine. Le dossier contenait également un plan de l'appartement, avec des croix marquant les endroits où des objets de valeur pourraient être cachés. Constant avait dessiné ce plan pour sa mère, indiquant l'emplacement des placards, des tiroirs, des cachettes possibles, et dans un coin, il avait noté de sa propre main, « Économie en hauteur », dans la boîte du service à thé. Tout avait été préparé à l'avance. Son mari l'avait vendu pour 4 000 €. Marine prit des photos de tous les documents, et appela l'officier de police. « J'ai des preuves de fraude, et le plan complet de leur arnaque. Venez vite, il faut qu'on tire ça au clair. » 1 heure plus tard, des agents de police fouillaient l'appartement. Ils saisirent les documents comme pièces à conviction, et rédigèrent un procès-verbal. « C'est largement suffisant pour ouvrir une enquête pénale », lui confirma l'enquêteur. « Escroquerie en bande organisée, falsification de documents, et vol. Votre mari et votre belle-mère vont être inscrits au registre des personnes recherchées. » « Et pour mon argent, je pourrai le récupérer ? » ?»« Nous le saisirons comme pièce à conviction, lors de leur arrestation. Il vous sera restitué après le procès. » Le soir même, Marine reçut un message de Constant. « Marine, trouvons un arrangement, on te rend l'argent et on oublie tout. » Elle répondit brièvement, « Trop tard. L'affaire est entre les mains de la police. » 1 heure plus tard, un second message arriva, « Tu as tout gâché. On aurait pu se séparer à l'amiable. » Se séparer à l'amiable, ça implique de ne pas voler sa femme, répondit Marine, avant de bloquer son numéro. Le lendemain, elle déposait les papiers pour le divorce, invoquant une faute grave, escroquerie et vol au sein du couple. Constant et Alice furent arrêtés 1 semaine plus tard. Ils avaient tenté de fuir dans une autre ville, mais furent rapidement localisés, grâce à leur carte bancaire. Lors du procès, de nouveaux détails sordides firent surface. Il s'avérait que c'était la 3e escroquerie de ce type pour la belle-mère. Auparavant, elle avait déjà dépouillé 2 autres femmes, en organisant des mariages blancs pour ses complices. Constant n'était pas son premier fils. En réalité, elle n'avait pas d'enfant biologique du tout. Alice recrutait de jeunes hommes sans papier ni domicile, leur fabriquait de faux extraits de naissance, puis les utilisait pour ses fraudes. Pendant 12 ans, Marine avait vécu avec un escroc professionnel, sans jamais s'en douter. « Pourquoi m'avoir choisi, moi ?» demanda-t-elle à Constant lors de l'audience. « Tu étais la cible idéale,
répondit-il calmement. Solitaire, crédule, avec de bons revenus et un appartement à toi. La victime parfaite. Et vous avez attendu 12 ans, pour passer à l'action? On n'attendait pas, on se préparait. On étudiait tes habitudes, ton cercle d'amis, ta situation financière. Quand on a jugé que le montant de tes économies était suffisant, on a lancé le plan. Marine écoutait, incapable d'y croire. Cela veut dire que mon mariage faisait partie, depuis le début, d'un projet d'escroquerie à long terme? Et tes sentiments, ton amour? Tout n'était que comédie. Tout à fait, confirma Constant avec indifférence. C'était juste le boulot, rien de plus. Le tribunal condamna Alice Leroux à 7 ans de prison ferme, et Constant à 5 ans. L'argent volé fut restitué à Marine, mais personne ne pourrait jamais compenser le préjudice moral. Après le procès, Marine vendit son appartement. Trop de souvenirs douloureux étaient liés à cet endroit. Elle acheta un petit appartement dans un autre quartier, et recommença sa vie à zéro. Le divorce fut prononcé rapidement, Constant ne s'y opposa pas. Il n'y eut pas de partage des biens, puisque le mariage entier s'était révélé être une fraude. Marine reprit son nom de jeune fille, Perrin, souhaitant se distancier au maximum de son passé. Ses collègues, dans un premier temps, faisaient preuve de compassion et essayaient de lui présenter des hommes bien sous tout rapport, mais Marine refusait poliment. Sa confiance en l'être humain était tellement détruite, que la simple idée d'entamer une nouvelle relation, lui donnait la nausée. 6 mois après le procès, elle croisa son ancienne voisine, Véronique, dans la rue. « Marine, comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu avais déménagé. » « Oui, j'ai décidé de changer d'air. » « Tu as bien fait. Après un cauchemar pareil, il vaut mieux tout recommencer. » « Et la santé, ça va? Les nerfs tiennent le coup? » ?»« Ça va, merci. » « Tu ne comptes pas te remarier? » ?»« Non, je ne compte pas le faire. » »« Mais voyons, tu rencontreras encore quelqu'un de bien. » »« Véronique, j'ai déjà rencontré quelqu'un de bien. J'ai vécu 12 ans avec lui. Il s'avère que les gens bien sont d'excellents comédiens. Mais enfin, ils ne sont pas tous comme ça. C'est possible, mais je n'ai plus envie de prendre le risque. La voisine soupira, et reprit son chemin, tandis Marine se disait qu'elle avait été parfaitement sincère. Le risque de se tromper à nouveau sur quelqu'un, lui semblait injustifiable. Une année passa. Marine s'était habituée à la solitude, et commençait même à y trouver son compte. Personne ne lui mentait, personne ne la volait, personne ne complotait contre elle dans son dos. Le silence et la tranquillité étaient devenus ses meilleurs amis. Au travail, elle avait obtenu une promotion. La direction avait reconnu son sens des responsabilités et son professionnalisme. Son salaire avait augmenté, de nouvelles perspectives s'offraient à elle. Marine, lui déclara le directeur, lors d'une réunion. Nous envisageons votre candidature pour le poste de directrice adjointe du département. Êtes-vous d'accord? Bien sûr. Je vous remercie pour votre confiance. Parfait. Gardez juste à l'esprit qu'il y aura plus de travail, et davantage de responsabilités. Cela ne m'effraie pas. Et en effet, cela ne l'effrayait pas le moins du monde. Le travail la détournait de ses idées noires, et lui donnait le sentiment d'être utile. Le soir, Marine lisait, regardait des films, apprenait à cuisiner de nouveaux plats. Sa vie avait repris un cours normal, mais la joie en était absente, il n'y avait plus que de la tranquillité. Parfois, elle se surprenait à penser qu'elle était devenue beaucoup trop méfiante. Au supermarché, elle vérifiait scrupuleusement la monnaie qu'on lui rendait, à la maison, elle vérifiait les serrures 3 fois de suite, et elle n'invitait jamais personne chez elle. Sa confiance envers les autres avait presque totalement disparu. Elle ne croyait ses collègues que pour les questions strictement professionnelles, elle gardait ses voisins à distance, et fuyait l'attention des hommes comme la peste. Un jour, dans le bus, un homme âgé lui proposa de lui céder sa place. Marine refusa d'instinct, en se demandant « Qu'est-ce qu'il me veut, lui ?» Puis, elle réalisa qu'il ne lui voulait rien, c'était de la simple politesse.
Mais son cerveau était désormais programmé pour chercher le piège dans la moindre manifestation de bonté humaine. Le psychologue, qu'elle avait consulté les premiers mois après son divorce, lui disait: Marine, vous devez réapprendre à faire confiance aux autres, sinon vous resterez isolée pour toujours. Quel est le mal à être isolé? Au moins, personne ne me trompe. Mais personne ne vous aime non plus. Un être humain ne peut pas vivre sans liens émotionnels. Je vis très bien ainsi. Vous survivez, vous ne vivez pas. Peut-être que le psychologue avait raison, mais Marine n'était pas encore prête à tenter des expériences avec la confiance. 1 an et demi plus tard, elle reçut une lettre d'un avocat. Constant faisait appel, espérant obtenir une réduction de peine, et demandait à Marine de témoigner en sa faveur, pour plaider les circonstances atténuantes. Elle rédigea une réponse lapidaire: Je refuse. L'avocat l'appela en personne. Madame Perrin, votre ex-mari regrette sincèrement ce qu'il a fait. Il souhaite réparer ses torts. Qu'il les répare auprès de ses autres victimes. Il est disposé à vous verser une compensation morale. Je n'ai besoin de rien venant de lui. Réfléchissez-y, c'est l'occasion de mettre un point final à cette histoire. J'ai déjà mis un point final, le jour où j'ai porté plainte à la police. L'appel fut rejeté, et Constant purgea la totalité de sa peine. Alice tentait bien d'envoyer des lettres depuis la prison, implorant le pardon, jurant de son repentir, et promettant de rendre tout ce qu'elle avait volé. Marine jetait ses lettres sans même les ouvrir. Durant sa 2e année de solitude, un événement se produisit qui la fit réfléchir. Dans l'appartement voisin, vivait une jeune femme avec son petit garçon. Elle n'avait pas de mari, et sa famille vivait loin. Parfois, Marine entendait le petit pleurer, et sa mère tentait de le calmer. Un soir, les pleurs ne s'arrêtèrent pas pendant plusieurs heures. Marine fut d'abord agacée, puis elle commença à s'inquiéter, et décida de frapper à la porte. Une femme pâle, aux yeux rougis par les larmes, lui ouvrit. « Excusez-moi pour le bruit, mon fils est malade, il a une forte fièvre. »« Vous avez appelé un médecin ? » ?»« Oui. Mais il n'est pas encore arrivé, ils m'ont dit d'attendre demain matin. »« Demain matin ? Mais si son état s'aggrave ? » ?»« Je ne sais pas. Je suis toute seule avec lui, je suis complètement perdue. » Marine regarda sa voisine effrayée, et comprit que cette femme avait besoin d'aide. Mais aider, cela signifiait laisser entrer des inconnus dans sa propre vie. On pourrait peut-être aller à l'hôpital, proposa-t-elle finalement. Je n'ai pas d'argent pour un taxi, et le SAMU refuse de se déplacer. Je vais vous y conduire. Les mots étaient sortis tout seuls, et Marine fut la première surprise par sa propre proposition. C'est vrai, vous feriez ça ? Oui, bien sûr. Préparez vos affaires. Elles se rendirent aux urgences pédiatriques, l'enfant fut examiné, un traitement fut prescrit, et la fièvre commença à baisser. Je vous remercie infiniment, dit la voisine, sur le trajet du retour. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Ce n'est rien. N'importe qui en aurait fait autant. Certainement pas. Beaucoup de gens préfèrent ne pas se mêler des problèmes des autres. Marine médita sur ces paroles. Il était vrai qu'elle aurait pu ignorer la situation, mais pour une raison quelconque, elle était intervenue. Une fois chez elle, elle analysa longuement ses motivations. Qu'est-ce qui l'avait poussée à aider une femme qu'elle connaissait à peine ? La compassion, l'humanité, ou un simple automatisme ? Très probablement, son humanité n'était pas complètement morte. Quelque part, au fond d'elle-même, la capacité de ressentir de l'empathie avait survécu. Une semaine plus tard, la voisine lui apporta des biscuits faits maison, en guise de remerciement. Et je voulais aussi vous demander. Est-ce qu'on pourrait prendre un thé ensemble de temps en temps ? La solitude me pèse parfois. Marine fut tentée de refuser, mais elle se rappela les mots du psychologue concernant l'isolement. On peut essayer, pourquoi pas ? C'est ainsi qu'elle se fit une amie, la première depuis très longtemps. Elles prenaient effectivement le thé ensemble, parlaient de leur travail, des enfants, de la vie. De simples conversations de femmes, qui avaient tant manqué à Marine.
Moi aussi, j'ai eu un mariage désastreux, lui raconta sa voisine, Léa. Mon mari buvait, il levait la main sur moi. Je l'ai quitté quand mon fils avait 6 mois. Et vous ne le regrettez pas? Non. Il vaut mieux être seul, qu'avec quelqu'un qui vous fait du mal. Et vous, vous comptez vous remarier? Je n'en sais rien, je n'ai encore rencontré personne digne de confiance. Et si cela arrive, on verra. Et vous? Je ne me remarierai jamais. C'est fini. Jamais, c'est un mot qui engage sur une longue période. Pour moi, c'est exactement la période qu'il me faut. Léa n'insista pas, ce dont Marine lui fut extrêmement reconnaissante. Elle ne supportait plus ces gens, qui se sentaient obligés de la convaincre de refaire sa vie. 6 mois passèrent encore. La vie s'écoulait, calme et prévisible, le travail, la maison, les rares rencontres avec Léa, les week-ends à la campagne, dans la nature. Marine avait appris à tirer du plaisir des petites choses du quotidien, le café du matin, un bon livre, le spectacle d'un beau coucher de soleil par la fenêtre. Il n'y avait plus de grandes émotions, mais il n'y avait plus de grandes déceptions non plus. Un soir, lors d'une fête d'entreprise, son collègue Antoine s'approcha d'elle. « Marine, puis-je vous inviter à danser ? » « Je vous remercie, mais je ne danse pas. »« Pas du tout. »« Pas du tout. »« Et pour quelle raison ? » ?»« Je ne danse pas, c'est tout. » Antoine était un homme bien, intelligent, poli, doté d'un grand sens de l'humour, mais Marine se protégeait automatiquement de toute tentative de rapprochement. « On pourrait peut-être juste discuter, » insista-t-il, refusant de s'avouer vaincu. « De quoi ? » ? « Du travail, de la vie, de ce que vous voulez. »« Je préfère parler du travail. » Et ils parlèrent du travail. Uniquement du travail, parce que tout autre sujet aurait pu mener à une conversation plus intime, l'intimité aurait mené à l'attachement, et l'attachement, à la déception. La boucle était bouclée. Le soir même, en rentrant de la soirée d'entreprise, Marine pensa au fait qu'elle s'était transformée en une véritable forteresse humaine. Une forteresse imprenable, solidement protégée, mais terriblement seule. C'était peut-être ça, finalement, sa nouvelle vie, une vie sans trahison, mais sans amour, sans douleur, mais sans grande joie. Le prix de cette sécurité s'était avéré exorbitant, mais elle était prête à le payer jusqu'à la fin de ses jours. Car l'alternative, faire confiance à nouveau, se livrer encore, et prendre un nouveau risque lui paraissait infiniment plus terrifiante que la solitude. Marine Perrin, 38 ans, directrice adjointe, propriétaire d'un 2 pièces dans un quartier paisible. Une femme accomplie, indépendante, et absolument seule. Elle l'était devenue, et elle comptait bien le rester par choix.